Mardi 25 janvier, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne, quitte le Caire à l'issue d'une visite d'État de 2 jours. Des entretiens avec son homologue égyptien qualifiés de riches et fructueux. Point de vue convergent entre Alger et le Caire sur la Libye, où la crise entre les institutions nationales persiste. Les détails dans un instant. On entame ce journal avec cette visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune au Caire qui s'achève. Une visite d'État durant laquelle le président algérien et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi ont examiné les voies et renforcement de la coopération algéro-égyptienne et la coordination, la concertation autour des questions d'intérêt commun. Sofiane Baroudi. La visite d'État du président algérien en Égypte s'est déroulée sous le signe du renforcement du lien historique profond entre les deux pays et les deux peuples. L'objectif d'aller de l'avant sur le volet de la coopération stratégique a clairement été énoncé par les deux présidents. واغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر. L'axe Alger-Le Caire ouvre de nouvelles perspectives après cette visite de grande importance où une délégation de haut niveau a été conduite en Égypte par le président algérien. Le partenariat économique a bien sûr pris une large part des discussions et un comité bilatéral de haut niveau a été annoncé pour l'occasion. La coopération sécuritaire a également été au cœur de l'échange sur plusieurs aspects. La dimension afro-arabe et méditerranéenne était au centre des préoccupations communes. Dans un contexte régional et international instable, les deux présidents ont annoncé la volonté des deux États à renforcer le dialogue stratégique et la coopération dans les environnements géopolitiques communs en grande bifurcation. لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات طرية تندرج في سياق تشاور مستمر بيننا تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي والجزائري المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر. ولا يفوتني في هذا الصدد أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة. وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء وفي مدى زمني محدد تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين. Les deux parties ont également annoncé leur entente sur les dossiers centraux, dont la situation en Libye ainsi que la question palestinienne. Les hôtes égyptiens ont également assuré de leur appui au bon déroulement du prochain sommet arabe qui sera présidé par l'Algérie.
Et lors de ces entretiens riches et fructueux, les présidents Abdelmajid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi ont mis en exergue le rôle pionnier de l'Algérie et de l'Égypte en Afrique, dans la rive sud de la Méditerranée et dans le monde arabe. Et quant à la question de l'organisation du sommet arabe à Alger, le président algérien a affirmé qu'il faut œuvrer avec les dirigeants arabes pour réunir les conditions idoines dans un nouvel esprit rassembleur. La date du sommet n'a pas été officiellement annoncée. On écoute à ce propos Moustapha Haddem, politologue. Il était invité du JT de 13h. Vous savez que la déstabilisation de la région, notamment sur le dossier libyen, l'Égypte est impactée et l'Algérie est impactée. L'Égypte, qui est un fournisseur de ressources humaines pour la Libye, sur le sommet de la Ligue arabe, nous avons entendu, pardonnez-moi l'expression, un peu tout et n'importe quoi. Il n'a jamais été annoncé d'une manière officielle que le sommet se tiendrait en mars. Jamais, à aucun moment. Vous savez, la position de l'Algérie, c'est l'Algérie dans sa politique étrangère est d'abord une politique étrangère discrète, et j'en veux pour preuve la déclaration du ministre des Affaires étrangères, nous ne faisons pas une politique étrangère de porte-voix, c'est une politique étrangère apaisée, mais l'Algérie a toujours eu une politique étrangère rassembleur. On vient de l'écouter concernant le dossier libyen. Les points de vue convergent. Alger et Le Caire n'ont cessé de se concerter sur la question. La crise libyenne a un impact direct sur les deux pays. Et on revient vers Moustapha Haddem qui nous parle cette fois-ci du sommet arabe. Vous savez que la déstabilisation de la région, notamment sur le dossier libyen, l'Égypte est impactée et l'Algérie est impactée. L'Égypte, qui est un fournisseur de ressources humaines pour la Libye, s'est retrouvée avec un taux de chômage de l'élite. Vous savez, l'essentiel des médecins et des ingénieurs installés en Libye sont d'origine égyptienne, et notre pays est impacté par la déstabilisation et surtout par le dossier du terrorisme. En Libye, justement, la crise entre les institutions nationales se poursuit alors que le chef du Conseil suprême de l'État a annoncé son soutien au gouvernement de Abdelhamid Dbeiba. L'ONU, quant à elle, a insisté sur la nécessité de passer par les urnes pour sortir de la crise. Les détails avec Safouane Ben Sabri. Quelques heures avant une session parlementaire au cours de laquelle les députés décideront du sort du gouvernement de Dbeiba en votant, soit pour son maintien, soit pour sa destitution, le chef du Conseil suprême de l'État, Khaled El-Mashri, a annoncé son soutien au maintien du gouvernement de Abdelhamid Dbeiba dans l'exercice de ses fonctions et son rejet des efforts visant à changer le pouvoir exécutif. Cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle confrontation entre le Conseil suprême de l'État et le Parlement, après une lutte sur les lois électorales qui a été l'une des raisons de l'échec du processus électoral. Pour rappel, Stephanie Williams a déclaré que la solution à la crise ne pourrait se régler que par les urnes. Lundi soir, Al-Mashri a souligné l'importance d'activer le processus constitutionnel et de permettre au peuple libyen de voter sur le projet de constitution en vue d'élections libres et équitables sur la base de lois solides et consensuelles pour assurer leur succès et l'acceptation de leurs résultats de la part de toutes les parties libyennes, soulignant que tout amendement à l'actuel pouvoir exécutif doit être effectué conformément à la déclaration constitutionnelle. À l'origine de vives tensions en Corne africaine, le barrage de la Renaissance et la question qui divise le Caire, Khartoum et Addis Abeba. Dans ce conflit qui attise la guerre de l'eau dans la région, l'Algérie devra jouer le rôle d'un médiateur avec une hydrodiplomatie qui devra empêcher que cette crise s'enlise vers une militarisation. Tinenen Makassi. Profitant de leur rencontre à l'occasion de la visite de 2 jours du président algérien Abdelmajid Tebboune en Égypte, les 2 homologues algériens et égyptiens se sont entendus pour la reprise de la médiation algérienne dans le cadre du conflit qui crée de vives tensions dans la région de la Corne de l'Afrique, à savoir le barrage de la Renaissance.
Animant une conférence conjointe avec Abdel Fattah el-Sisi, Abdelmajid Tebboune a déclaré que les deux parties ont convenu de la nécessité de préserver les droits de l'eau de l'Égypte comme une question cruciale. Avant d'ajouter que l'Algérie usera de tous ses talents diplomatiques pour mener l'ensemble des parties prenantes de ce conflit à un accord équitable. Pour rappel, en 2021 déjà, Alger avait entamé des médiations pour mener au calme et éviter toute forme d'escalade du conflit dans cette région du continent qui est déjà mise à mal par de nombreux conflits internes. À l'origine des tensions, la construction par l'Éthiopie du plus grand barrage hydraulique en Afrique, sur les eaux bleues du Nil, ce qui inquiète l'Égypte et le Soudan dont la sécurité hydraulique dépend de la confluence des eaux du Nil bleu et du Nil blanc. Et l'Algérie et l'Égypte ambitionnent de travailler ensemble pour dynamiser l'économie des deux pays en Afrique avec l'ambition de dépasser la barre des 2 milliards de dollars en 2023 en termes d'échanges commerciaux sous le principe du gagnant-gagnant. Mohamed Wali Ben Chaben. L'Algérie et l'Égypte vont entreprendre des efforts intenses pour relancer la coopération bilatérale entre les deux pays dans différents secteurs en vue de parvenir à une intégration économique et des perspectives unies sur l'axe Alger-Le Caire. Fin 2021, l'Égypte a présenté une initiative d'intégration économique et industrielle avec l'Algérie pour former un bloc régional et créer des projets d'investissement conjoints pour accroître les échanges commerciaux. Sur la base du principe du profit commun, il s'agit de fabriquer des produits made in Egypt et Algérie. Le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux, estimé à 750 millions de dollars en 2020, demeure l'axe majeur des deux pays. L'Algérie, qui est deuxième partenaire commercial de l'Égypte sur le continent africain, les deux parties aspirent à redynamiser les échanges commerciaux pour atteindre la barre de 2 milliards de dollars en 2023. Un chiffre très ambitieux à atteindre à court terme. Les deux pays s'appuient sur les opportunités d'une coopération promoteuse, en prévision de la signature d'un protocole de coopération dans les produits pharmaceutiques, les vaccins vétérinaires, en plus des projets communs dans les industries agroalimentaires. Les deux pays comptent sur un ensemble de mécanismes pour renforcer leur coopération économique, tels que l'activation du Conseil conjoint des hommes d'affaires, l'intensification des visites d'hommes d'affaires entre les deux pays et la nécessité d'organiser des foires commerciales conjointes. Et justement, pour en parler, on écoute le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bey Nasri. Le premier secteur, c'est-à-dire en premier terme, c'est le secteur du textile. L'Égypte est un grand pays textile, un grand pays de production de tissus et de confection. Ça, c'est un secteur très important. L'infrastructure aussi. L'agroalimentaire, c'est aussi un grand pays donc dans ce domaine-là, dans la transformation. On ne peut que bénéficier de l'apport donc de l'investissement égyptien dans notre pays. Et je pense que l'installation du Conseil d'affaires, la signature donc de conventions de non-double imposition et des accords, maintenant que l'Algérie a levé tous les obstacles concernant donc la zone de libre-échange arabe, notamment il n'y a plus de listes négatives, donc il y a tout un arsenal facilitateur dans le cas soit des pays arabes, soit donc d'une manière générale dans les accords commerciaux. J'estime que les Égyptiens maintenant ils n'ont plus absolument aucun motif de ne pas venir investir chez nous. On va s'intéresser à présent au Burkina Faso. Après un long dénouement, le coup de force a été acté au pays hier par la lecture du communiqué numéro 1 du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, dirigé par des jeunes officiers qui ont déposé le président François Roch-Kaboré. Et pour en parler justement, on écoute l'analyste politique et militant panafricaniste Serge Payala. Alors, je pense que la situation, c'est une situation à laquelle il fallait s'attendre. L'opinion publique était plus ou moins préparée à l'éventualité d'un coup d'État au regard de la dégradation avancée de la situation sécuritaire, qui a eu comme un coup d'accélérateur l'arrestation d'un des officiers qui partagent la même génération que Sandaogo, qui est Zongrana,
et qui dirigeait un groupement de l'armée en position avancée au niveau du nord du pays. Et donc, je pense que l'actualité récente, surtout le dernier mois, avait déjà dans l'atmosphère une atmosphère chargée d'une ambiance de coup d'État qui, d'un moment à un autre, allait être une réalité. Et l'Algérie qui a condamné fermement le coup d'État survenu hier au Burkina Faso, rejetant catégoriquement les changements anticonstitutionnels de gouvernement en violation des instruments pertinents de l'Union africaine. L'Algérie a formulé le vœu que le Burkina Faso surmonte rapidement cette épreuve et réitère sa pleine solidarité avec le peuple burkinabé. En Tunisie, démission de la directrice du cabinet du président tunisien. Nedia Akacha a annoncé avoir présenté sa démission hier en raison de différences d'opinion fondamentales concernant les intérêts du pays. Elle n'a donné aucun détail en plus. Juriste de formation, Nedia Akacha, ministre conseillère, chef du cabinet du président de la République, était en poste depuis 2020. Au Mali, les autorités ont demandé le retrait immédiat des forces spéciales du Danemark. Une centaine de soldats étaient arrivés récemment dans le pays pour participer au groupement européen de forces spéciales Takuba initié par la France. Dans le même temps, le Danemark avait annoncé la semaine dernière l'arrivée de 90 hommes en plus. Le gouvernement malien a fait savoir dans un communiqué lu à la télévision nationale et publié sur les réseaux sociaux que ce déploiement est intervenu sans son consentement. Au Mali, un émissaire algérien reçu en audience par Assimi Goïta. Delmi Boudjema, le président du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger, a expliqué que cette visite d'amitié vise à trouver une voie de sortie de crise. L'Algérie, qui attache beaucoup d'importance à la sécurité et à la stabilité ainsi qu'à l'unité du Mali et à la préservation de son intégrité territoriale. C'est ce qu'a expliqué Delmi Boudjema avant d'ajouter que le moment était venu pour l'Algérie de jouer ce rôle de facilitateur qui permet aux frères africains de se retrouver autour d'une table et de dialoguer sereinement sur la meilleure manière d'envisager les problèmes et de les régler. Dans le dossier santé Covid-19, l'Algérie enregistre une légère hausse des cas de contamination avec 2552 plutôt nouveaux cas confirmés de la Covid-19, 1055 guérisons et 8 décès ces dernières 24 heures. Et le Premier ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé de reconduire les mesures du dispositif de protection et de prévention contre la pandémie pour une durée de 10 jours à compter d'aujourd'hui. Il était totalement inconnu du grand public il y a 2 ans. C'est désormais le visage mondial de la lutte contre la Covid-19. Le patron éthiopien de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, passe ce mardi son grand oral devant le conseil exécutif de l'organisation en vue de sa réélection probable en mai prochain. Il est d'ailleurs le seul candidat. Et direction l'Europe, où l'inflation devrait refluer en Europe les prochaines semaines. Un haut responsable de la Banque centrale européenne déclare que l'impact du variant Omicron ne devrait durer que quelques semaines avant de laisser l'économie en zone euro reprendre. L'année 2022 est attendue comme une autre solide année de reprise. Pour l'heure, le cycle de reprise est plus avancé aux États-Unis qu'en Europe. Souvenez-vous, Pfizer-BioNTech avait annoncé un vaccin contre le variant Omicron. Eh bien, l'essai clinique de ce vaccin a débuté. L'essai clinique qui implique 1420 personnes âgées de 18 à 55 ans. Objectif, tester la sécurité et la réponse immunitaire de leur vaccin. Un responsable de Pfizer annonce que si les données actuelles indiquent que les doses de rappel du vaccin original protègent contre les formes graves d'Omicron, l'entreprise préfère agir par excès de prudence.
Et on va se diriger vers l'Europe, en Allemagne, avec cette attaque dans l'université de Heidelberg qui avait fait 1 mort et 3 blessés. L'auteur de l'attaque a été identifié par la police. Il s'agissait d'un étudiant allemand de 18 ans inscrit en biologie. Selon les enquêteurs, les premiers indices montrent que le tireur souffrait d'une maladie psychique de longue date. À Berlin, le chancelier Olaf Scholz a exprimé sa consternation après la fusillade. Au Royaume-Uni, Scotland Yard annonce l'ouverture de l'enquête sur plusieurs fêtes organisées à Downing Street et dans les locaux de la haute administration pendant le confinement. Boris Johnson a fait savoir qu'il coopérait pleinement à l'enquête. Il dit avoir conscience de la colère et de la préoccupation du public et rappelle avoir déjà assumé la responsabilité des erreurs du jugement. À l'est du continent, la Russie a lancé ce mardi de nouvelles manœuvres militaires non loin de l'Ukraine et en Crimée. Pour rappel, les États-Unis ont d'ailleurs annoncé avoir placé jusqu'à 8500 militaires en état d'alerte qui pourraient être déployés au sein des troupes de l'OTAN. Kremlin a dénoncé cette mise en alerte, y voyant une nouvelle exacerbation de tensions par Washington. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, déclare, je cite, « C'est avec une grande préoccupation que nous constatons ces actions américaines. » Fin de citation. Ce dossier ukrainien, qui sera d'ailleurs au cœur des discussions d'une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Macron a dit vouloir proposer un chemin de désescalade à son homologue russe Vladimir Poutine dans les prochains jours. Et concernant les attaques répétées contre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, l'Algérie condamne ces attaques et appelle de nouveau à éviter l'escalade à la voix de sa diplomatie. Alger appelle donc à faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour surmonter les différends et trouver des solutions à même d'assurer un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour tous les peuples de la région. Pour rappel, des attaques aux missiles balistiques revendiquées par les Houthis ont été menées avant-hier. 2 missiles ont été interceptés à Abu Dhabi alors que les tirs ont fait 2 blessés en Arabie saoudite. Le ministre des Affaires étrangères iranien a déclaré hier pour la première fois que son pays était ouvert à des négociations directes avec Washington sur le dossier du nucléaire. Le porte-parole de la diplomatie américaine a jugé que sa rencontre directement serait en effet plus productif, un tournant peut-être dans les pourparlers qui traînent en longueur pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Direction Oslo, au 2e jour des pourparlers entre la délégation talibane et des représentants de la société civile afghane, en présence de hauts responsables norvégiens et de la communauté internationale. La crise humanitaire en Afghanistan est la question clé des pourparlers, une rencontre qui se déroule à huis clos. On rappelle qu'il s'agit de la première réunion tenue par les talibans en Europe depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août dernier. Économie, dès l'ouverture ce matin, la bourse de New York chutait de nouveau. Dans le même temps, une réunion de 2 jours de la Réserve fédérale américaine Fed a débuté aujourd'hui. Si un relèvement immédiat des taux d'intérêt de la Banque centrale n'est pas à l'ordre du jour, les investisseurs attendent des indices sur le volume et la cadence du resserrement monétaire à venir destiné à juguler l'inflation persistante. Direction la Turquie, où d'abondantes chutes de neige provoquent la suspension de nombreux vols et à destination de l'aéroport d'Istanbul. La direction générale des aéroports turcs évoque des conditions exceptionnelles. On peut d'ailleurs le voir sur ces images. Il a également été annoncé que les centres commerciaux de la ville fermeront à 19h30. La municipalité métropolitaine d'Istanbul a déclaré dans un communiqué que 1300 sans-abri ont été mis à l'abri du temps glacial dans divers bâtiments et hôtels.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amézienne Zitouni. Retrouvez Riyad Lahri pour le 13h demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al 24 News.